Bonjour et bienvenue dans ce 101e épisode de DevApps déjà, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 6 février 2024. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peugnier et d'Adrien Clairbois. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour, ça va et toi? Alors, depuis l'épisode numéro 100, nous sommes maintenant repassés à un format live sur Twitch et sur YouTube. On avait déjà fait ça il y a quelques mois. Donc, si vous avez l'occasion de nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus pour discuter avec nous via le chat. Bien évidemment, les épisodes sont toujours disponibles en replay juste après l'enregistrement via votre lecteur podcast favori en MP3 ou via YouTube. Parfois pour les images, ça dépend un petit peu, mais c'est parfois un peu plus facile. Alors, pourquoi ce changement de format, entre guillemets? Principalement pour fournir une meilleure qualité d'image. Alors pour ceux qui nous suivent sur YouTube, c'est en effet le positionnement des intervenants, la qualité de la vidéo produite, c'est bien meilleur en général en utilisant les nouveaux outils de streaming qu'on utilise ici. Et pour ce nouvel épisode, nous accueillons un invité qui est Laurent Kempé. Bonjour Campé. Pardon, je t'ai demandé juste avant comment on prononce son nom exactement. Comme tu veux. Comment vas-tu, Laurent? Salut Denis, ça va bien? Salut Denis, salut Tos, salut Adrien. Bonjour. Ça va bien? Yo. Et donc, tu vas venir aujourd'hui nous parler d'une stack .NET de Microsoft, à savoir ASP.NET, à savoir .NET Aspire. Alors, tu es MVP et tu es team leader et solution architecte chez Innoveo AG, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait cette société? Ce que tu fais là exactement avant de commencer? Oui, donc c'est une société qui fait en fait des outils de no-code, low-code dans le domaine de l'assurance, qui est issue d'une assurance suisse en fait, sur laquelle on avait créé une plateforme, puis on a fait un spin-off et on continue à vendre cette solution à différentes assurances. Ah ouais. Donc ça utilise un front-end dont je m'occupe de l'équipe, qui permet de créer des applications web. C'est une espèce d'IDE comme Visual Studio, Rider, mais pour les gens non techniques. Donc ça, c'est la partie dont s'occupe mon équipe. Et il y a une autre partie qui est .NET. .NET pour ma partie, oui. Et il y a une autre partie qui s'appelle Skycore, en fait, qui est là pour interpréter ce que crée l'IDE et le rendre, comme une application web, quoi. Et il y a un troisième team qui fait partie, en fait, qui montre l'applicatif web, qui s'occupe de la partie front-end. Voilà. C'est ça, ok. Et aujourd'hui, tu vas venir nous parler je le disais, d'ASP.NET Aspire et de .NET Aspire. Et dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est, ou je te laisse un petit peu présenter. Tu me dis quand tu as besoin d'afficher ton écran, si c'est le cas. Et je laisserai peut-être Christophe poser ses questions, ou il a peut-être des questions avant de commencer d'ailleurs, Christophe. Comme tout le monde, en fait, Aspire, on connaît de nom, c'est sorti il n'y a pas longtemps, et puis je me demandais les questions de base, il faut que tu me répondes, sinon ça ne marchera pas. C'est quoi? Ça comble quel problème? C'est pour quel type de développeur? En fait, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pour une équipe complète? Est-ce que quand je suis tout seul, ça peut être utile? Quelle techno je suis censé utiliser derrière? Est-ce que c'est que pour du .NET Microsoft, tu vois? Je ne sais pas, les questions qu'on peut se poser. Pourquoi? Combien ça peut coûter, si ça a un coût d'abord? Et voilà, c'est déjà les choses. Pourquoi, comment et combien? Et moi, j'ajouterais une question, c'est... Attends, j'ai juste une question en plus. Est-ce qu'il faut des prérequis pour commencer à utiliser Aspire? Est-ce qu'il faut connaître d'autres choses avant de commencer? Ok. Dis donc, je vais répondre à quelques questions parce que je n'ai pas de réponse dans les slides. Donc, moi, j'ai focalisé en fait la démonstration et les slides sur la techno .NET, puisque ça s'appelle .NET Aspire. Je ne vais pas le dire en français parce que Aspire, ça fait un peu bizarre. Ouais. Donc, en fait, je vais me focaliser sur les techno.NET, mais en fait, il y a une intégration qui arrive dans les prochaines previews qui vous permettent de faire du Node.js. Bien sûr, on peut intégrer tout ce qui est container, Docker. Je vais parler de Dapper, je vais parler de Microsoft Orléans, qui est encore une techno.NET. Au niveau coût, pour moi, il n'y a pas de coût. C'est un framework qu'on utilise et qu'on peut installer sur sa machine, qu'on peut utiliser avec le .NET CLI. Il est open source. Il utilise
une très bonne librairie UI pour faire le dashboard que Denis connaît bien. Tout à fait, ouais. Fluent UI. Fluent UI Blazor, ouais. Et donc, voilà, je pense que les autres questions, je vais en parler à travers mes slides ou à travers la démo. Et puis, si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues, on en reparle après, quoi. Ah ben, vas-y. On est tout oui. OK. Donc, .NET Aspire, pour moi, ça permet de transformer l'expérience des développeurs .NET. Alors, dans quel cadre et qu'est-ce que c'est .NET Aspire? C'est une stack qui est avec une forte opinion de certaines prérogatives de développement, qui va permettre de construire des applications distribuées qu'on va pouvoir déployer dans le cloud, et on va pouvoir avoir une application qui est déjà prête pour la production parce qu'elle est observable. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de .NET Aspire, il y a beaucoup d'utilisation de ce qui s'appelle OpenTelemetry, qui va permettre de voir beaucoup de choses sur ce qui se passe. Quand on parle d'applications cloud distribuées, on parle de microservices. Donc, la plupart de ces applications-là ont besoin d'être observables. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que c'est, sinon, .NET Aspire? C'est un ensemble de paquets NuGet, encore une fois, qui gère une problématique du cloud natif. Donc, on va voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, quels sont ces paquets et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais donc, à la base, c'est destiné à des développeurs. Si c'est des paquets NuGet, je veux dire, tu pars, on va dire, from scratch, tu pars d'un projet .NET ou je ne sais pas, et tu intègres des paquets dedans, quoi. Tu ne sais pas te connecter sur un site en disant, allez hop, on est parti. Non, il y a plusieurs choses. On va voir, il y a ce qu'ils appellent un workload. Donc, c'est quelque chose qui va déployer des outils sur votre machine de développeur. Il y a des project templates et il y a des composants qui sont des NuGet packages. Et donc, moi, je vais vous montrer, en fait, à travers un exemple, j'ai pris le template de base que j'ai enrichi avec un cache Redis et avec du Dapper dedans. Donc, .NET Aspire a été lancé par Microsoft ou rendu public lors de la .NET Conférence en novembre dernier. Et actuellement, c'est en phase de préversion. Donc, ce que vous allez voir, moi, il y a la préversion 2 qui a été délivrée en janvier. Il y a la préversion 3 qui arrive en février, qui devrait arriver dans quelques temps. Et moi, je travaille avec une préversion de préversion. Donc, si les démos, elles foirent, je pourrais remettre ça sur le compte des previews, mais normalement, ça devrait bien marcher. Je n'ai pas eu trop de problèmes. Donc, il y a des mises à jour au niveau .NET Aspire pendant la phase de preview qui sont mensuelles. Et en fait, ils prévoient de shipper une version au premier semestre 2024. Donc, pas si loin que ça, quoi. Ouais. Donc, les origines de .NET Aspire. Donc, ça vient du projet TIE. Si vous avez entendu parler de ce Project TIE, c'était un projet qui leur a permis pendant 2 ans d'explorer tout ce qui est orchestration, microservices, prise en charge du déploiement et des choses comme Kubernetes, comme les Docker containers, tous ces technos. En fait, c'est des choses qui nous intéressent avec .NET Aspire. Donc, en fait, .NET Aspire, c'est un superset, un surensemble de taille qui inclut des capacités d'orchestration, on va voir, de déploiement. Ça, je ne ferai pas de démo, mais j'ai un slide qui présentera en fait comment c'est facile. C'est assez bluffant de pouvoir déployer, par exemple, en 2 commandes sur Azure Container Apps et sur d'autres systèmes. Et c'est un ensemble de composants orientés pour l'intégration du cloud natif. Donc, des composants, par exemple, pour un cache Redis, par exemple. Donc ça, c'est les origines de .NET Aspire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas venu du jour au lendemain. Microsoft a lancé une première exploration et des premiers tests avec ce Project TIE qui était basé sur en fait des fichiers YAML. Là, aujourd'hui, vous allez le voir dans la démo, on ne parle plus de fichiers de configuration YAML ou de JSON ou ce genre de choses. C'est vraiment du code C#. Et si vous avez déjà vu ma présentation sur DevOps pour le projet Nuke qui permet d'écrire des builds en C#, vous savez comme j'aime en fait le C# pour faire ce genre de choses, quoi, ou Pulumi ou ce genre de choses. Quoi. Ouais. On est plusieurs dans le groupe ici, à mon avis, au niveau C#. Oui, je confirme.
C'est un avantage indéniable, c'est qu'en fait, on a tous les outils de développeurs qui sont à notre disposition pour faire naviguer le code, chercher où c'est utilisé, refactorer, renommer, etc. Et on n'a pas besoin de réapprendre autre chose. Bien sûr, on va devoir réapprendre une API et peut-être quelques concepts, mais en tout cas, la base de la description de ces choses-là, ça reste du C# que l'on connaît, quoi. Donc, pourquoi utiliser .NET Aspire? Donc ça, c'était un peu une des questions de TOS. Alors, c'est conçu pour améliorer l'expérience de construction d'applications .NET natives du cloud. Mais c'est vraiment conçu pour l'expérience de l'utilisateur localement. Quand on a un système qui a plein de microservices, qui va démarrer plusieurs bases de données, etc., un cache, je sais pas, une queue ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont relativement compliquées à mettre en place et encore plus à mettre en place dans un environnement de développeur local. Donc, ce qu'on fait tous les jours et on va voir que c'est beaucoup simplifié en raison de ce C# et de ce support du C# et de .NET Aspire. Donc, ça fournit un ensemble cohérent. Encore une fois, il y a des décisions qui sont prises pour vous. C'est pour ça qu'on dit que c'est forte opinion pour les outils, les modèles qui vont vous permettre de créer rapidement des applications distribuées. C'est conçu pour aider avec l'orchestration, donc exécution et connexion d'applications multi-projets, leur dépendance. On sait tous que quand on va créer des microservices, localement, il va falloir savoir, tiens, celui-là, ce service, il va tourner sur ce port-là, cet autre service, il va tourner sur ce port-là. Et ça devient vite, quand on en a 3 ou 4, ça devient assez compliqué parce qu'il faut aller chercher des informations à droite, à gauche. Là, Aspire, avec cette orchestration, va nous permettre en fait de nommer une référence et d'utiliser après dans des clients comme l'HTTP client ou le Dapper client, juste un nom au lieu de localhost 2.3030 ou 53.289, etc. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. L'autre avantage, c'est les composants. Donc là, en fait, vous allez pouvoir rajouter des composants sous forme de nuggets qui sont standardisés. Et c'est pour pas mal de composants d'infrastructures qui sont très populaires comme Redis, PostgreSQL. Il y a tout plein de composants pour tout ce qui est Azure Queue et ce genre de composants. À la fin, dans le slide, j'ai en fait un lien dans les références sur les nuggets. Il y a une façon de filtrer pour voir les composants qui sont déjà disponibles. Et la troisième partie, c'est les outils. Donc, c'est la création et l'interaction avec les applications .NET Aspire à l'aide de Visual Studio, Rider et de la command line interface de .NET. Donc, moi, j'ai surtout utilisé la command line depuis le début de l'annonce en novembre. J'ai surtout utilisé la CLI .NET et Rider parce que Visual Studio m'imposait d'installer une preview. En fait, on va voir que Visual Studio ramène quelques outils pour rajouter un lien entre deux services ou ce genre de choses. Mais finalement, quand on sait un tout petit peu comment ça marche en interne, c'est très, très, très facile à faire. Et Rider vient avec un plugin qui est fait par Rival, une personne de chez JetBrains qui fait ça dans son temps libre. Et je vous montrerai un peu les possibilités qui sont assez sympas. Voilà, toi, j'espère que j'ai déjà répondu à quelques-unes de tes questions. Ouais. J'en ai d'autres, hein. J'en ai noté, mais je peux t'en poser plein au fur et à mesure. Je te la pose, moi, ça te permet de mûrir. Le temps de prise en main, il te faut combien de temps pour tiens, je vais m'y mettre, je ne connais pas, je suis au stade 0 d'Aspire. Et combien il t'a fallu de temps pour OK, ça y est, je suis dedans, je maîtrise. Et je peux le donner à mes équipes, tu vois. Ouais, donner à mes équipes, ça, je ne peux pas donner de retour d'expérience parce que je ne l'utilise pas encore au niveau équipe. Moi, pas en prod non plus. Mais c'est logique. C'est une preview que j'utilise en plus. Donc, ouais. Non, la prise en main, sans exagérer, moi, il m'a fallu, je sais pas, une demi-heure à 1 heure pour lancer le template, créer un nouveau template. Je ne connaissais rien du tout. Hein. Enfin, j'avais entendu parler du projet parce qu'il nous en avait parlé au MVP Summit début de l'année dernière. Mais
on n'avait pas plus de détails que ça. Donc, je ne savais pas trop sans plus où ça allait, etc. Donc, j'ai entendu un peu reparler de ça vraiment à .NET Conf. J'ai suivi un peu la doc et j'étais franchement bluffé parce que le truc se prend super rapidement en main. En plus, je n'ai pas utilisé Visual Studio, donc je sortais un peu des sentiers battus. Et j'ai pu déployer une première version de l'application, de mon application qui est en fait le template sur Azure Container Apps en moins d'1 heure, on va dire. Il y avait quelques petits soucis ici et là dans le déploiement, mais qui ont été faciles à fixer, comme exposer en fait le port d'entrée du web front-end. Donc la prise en main est super rapide pour moi. C'est cool. De cet outil. C'est que la doc, elle est aussi bien faite. La doc est très bien faite, ouais. Et quand tu as besoin de quelque chose, c'est quoi, sur GitHub? Tu vas sur GitHub pour voir tout ça ou enfin, tu vas donner des sites après mais... Ouais, j'ai une liste de références. Il y a .NET, il y a la .NET, Microsoft Learn, il y a des posts sur les blogs de dev blogs de .NET par Microsoft. Moi, j'ai pris l'habitude aussi de pas mal utiliser GitHub quand je me pose une question et d'aller sur GitHub et de chercher avec les moteurs de recherche. Par exemple, si j'ai une API que je veux voir et je veux voir comment l'utiliser, je vais chercher avec ce nom de l'API et ce genre de choses, filtré par exemple le C#, puisque c'est le C# qui nous intéresse, et ce genre de choses, quoi. Et donc là, il y a aussi beaucoup de communications qui sont faites. Par exemple, ça, je n'ai pas pensé à mettre dans les références, mais il y a eu quelques présentations par David Fowler lors du ASP.NET Community Stand-Up. Je crois qu'ils ont fait 2 présentations. Il y a des vidéos, il y a des vidéos de la .NET Conf, exactement. Donc, il commence à y avoir du matériel. La doc est vraiment bien faite, encore, j'insiste. Donc, ouais, on peut le prendre relativement rapidement. Tu penses que ça serait complexe, plus long à mettre dans un projet existant? Parce que j'imagine que partir d'un projet, d'un template vide, c'est facile. Mais de partir d'un projet existant, tu penses que c'est compliqué à mettre en place? Alors, c'est un peu plus de travail, je pense, mais je pense que ça va dépendre un peu des technos que tu veux utiliser, ce genre de choses. Mais non, je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça. On verra dans le projet, quand on crée un projet, en fait, il y a 2 petits projets. Il y a tous vos projets existants. Et en fait, il suffit de rajouter 2 projets. Un qui est optionnel, mais qui va permettre de centraliser en fait la configuration qu'on veut partager des services pour que tous nos services, par exemple, gèrent OpenTelemetry, ce genre de choses. Donc ça, c'est un projet qui est centralisé, qui référence tous les autres et qui vont permettre à vos projets de partager cette configuration. Et l'autre qui s'appelle Apost, qu'on verra dans la démo, qui lui est le cœur du système, qui va en fait vous permettre d'écrire en C# et de créer de la métadonnée pour décrire les liens dans votre application microservice. Mais je pense que ça sera plus clair dans la démo. J'ai hâte que tu montres la démo. Il y a une question dans le chat, c'est Jean-Benoît Marchal qui demande s'il y a un intérêt, si on développe une application monolithique, d'utiliser .NET Aspire, selon toi. Alors, bonne question. Je ne pense pas. Comme ça, c'est vrai que je ne me suis pas posé cette question, mais je ne pense pas vraiment qu'il y ait un intérêt. Peut-être pour les composants, peut-être pour plugger des composants qui sont standardisés et avoir cette partie télémétrie. Mais c'est une bonne question, franchement, et je ne sais pas. Par contre, moi, ce que je me dis, c'est... Potentiellement, ce qui pourrait être intéressant, c'est si on veut faire une migration du monolithe vers du microservice, de mettre ça en place au départ pour faciliter les interactions entre les différents composants. Ça peut être potentiellement une bonne piste de départ, en tout cas pour faciliter les interactions. Ouais, je pense qu'en fait, il y a des stratégies pour passer de monolithe à un microservice, je ne sais plus comment ils appellent ça, le slice et ce genre de choses. Et oui, c'est possible de faire certaines choses. Après, un monolithique, il aura toujours, il va certainement se connecter à une base de données, peut-être qu'il va se connecter à un cache, ce genre de choses. Là, vous pourrez rajouter à votre monolithe ces dépendantes de composants .NET Aspire et en fait avoir un peu plus de services et peut-être extraire après et de diviser si vous voulez aller sur une architecture microservice. Très bonne question. Vas-y, montre-nous ça en pratique. À quoi ça peut ressembler, tous ces trucs-là? Ouais.
Donc moi, il y a un projet qui me plaît depuis longtemps qui s'appelle Dapper. J'ai déjà fait une ou deux présentations chez DevOps. Donc, quelles sont les relations possibles entre ces deux technologies? Et donc, c'est vraiment des technos complémentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Dapper, son idée, c'est d'abstraire tout ce qui est sous-jacent dans la plateforme cloud. C'est-à-dire, par exemple, avec Dapper, on va dire dans mon application, eh ben, je vais utiliser un composant State Store ou je vais utiliser un composant PubSub, ce genre de choses. Mais je ne vais pas dire c'est MongoDB ou Redis ou Cosmos DB ou je vais juste dire j'ai besoin d'un State Store. Et après, c'est vraiment au déploiement ou au runtime par configuration qu'on va définir en fait quelle est vraiment la techno sous-jacente qu'on utilise, quoi. Donc ça, je vais le montrer un peu dans la démo. Et .NET Aspire, lui, quand vous allez rajouter un composant, en fait, il ne s'abstrait pas du tout de la couche sous-jacente. Si vous rajoutez le composant Redis, eh ben, vous utilisez Redis. Avec Dapper, je peux dire, imaginons qu'on utilise Redis comme cache, comme base de données. Ben avec Dapper, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire j'ai un state store, j'écris du state et localement, c'est peut-être mon Docker container Redis et quand je déploie, ça va être Azure Cosmos DB, par exemple. Donc, c'est ça la différence. Avec Aspire, en fait, j'aurais pas cette abstraction. Si je choisis Cosmos DB, eh ben, je vais utiliser Cosmos DB du début à la fin. Donc, ce qui est super intéressant, ce qui était vraiment très frustrant quand on développait avec Dapper sur les différents langages ou plateformes, comme .NET, Java, etc., c'est qu'en fait, Dapper marche avec un sidecar. Et donc, ça veut dire que quand on lance notre application, on lance un autre exe qui, lui, va être ce sidecar et en fait, qui apporte beaucoup de services. Et ça, c'était pas super bien supporté dans les IDE pour débugger, pour lancer. Et là, on va voir qu'avec en fait, .NET Aspire, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est pour les relations avec Dapper. Sinon, il y a... oui, bon, ça, j'en ai parlé. Sinon, il y a la relation avec Microsoft Orleans. Donc, Microsoft Orleans, c'est basé sur les acteurs distribués et c'est quelque chose qui est complémentaire. .NET Aspire peut être complémentaire à .NET Orleans. Comme je l'ai dit, pour les monolithes, en fait, ben, vous avez besoin de rajouter des bases de données, des caches ou ce genre de choses. Et ben, vous allez pouvoir faire ça avec Aspire et utiliser toujours l'applicatif Orleans devant. Donc, et en fait, Microsoft travaille sur un exemple où ils montreront l'intégration des deux technos. C'est prévu récemment, je ne sais pas si c'est la prévue 3 ou 4 ou peut-être un peu plus tard, je ne suis pas trop sûr. OK. Alors, pour comment commencer avec .NET Aspire, ben, on part d'un template, d'un modèle de projet .NET Aspire, où on s'inspire de ça si on a déjà un existant. C'est relativement simple. Il y a un projet qui est créé, comme je disais, qui permet d'avoir des méthodes d'extension qui vont gérer toutes les configurations de services. Donc, si on veut partager de la configuration pour que les services soient configurés de façon identique, eh ben, on peut le faire à travers ce projet. Ce projet est créé par le template, mais il est vraiment optionnel. Vous pouvez le virer et puis avoir des configurations. Moi, je pense que c'est une bonne idée de centraliser un peu ces configurations. Et on va ajouter des composants .NET Aspire à tous les projets pour rajouter toutes ces possibilités telles que les données, les caches et les queues. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, pour pouvoir travailler avec Aspire, on doit installer ce qu'ils appellent un workload. Il y a un workload ASP.NET, il y a un workload Blazor, je crois, et ce genre de choses. WebAssembly. Wasm aussi. Il y a différents workloads aussi. Exactement. Donc ça, c'est le BABA pour installer un workload. Donc, avec cette commande, vous allez installer celui qui est releasé en tant que preview, donc le preview 2, bientôt la preview 3. Mais il y a tout un mécanisme pour installer les previews de preview. Et après, ben, pour créer un projet, il y a deux types de projets, je crois, Aspire Empty et sinon il y a Starter, avec des options comme Use Redis Cache. Et en fait, ça va nous permettre de stocker dans Redis l'état d'un service ou même de la page, si je me rappelle bien.
Et donc, ça c'est pour démarrer. Donc, c'est relativement vite installé et vite. L'installation du workload, enfin le workload install Aspire, il se charge de venir mettre un template, de créer, enfin d'installer aussi un template sur ta machine, quoi. Ouais, il va installer le template, il va installer en fait, s'il y a Visual Studio et ce genre de choses, il va installer les extensions et tout ce dont il a besoin. Après, il faut noter aussi que souvent, vous allez travailler avec Docker, donc il faudra avoir Docker ou Podman ou ce genre d'outils installés aussi. Par exemple, quand on utilise le Redis Cache, c'est lancé à travers un Docker container. Ouais. Ok. Bon. On peut commencer par la démo. Enfin, Ouais. continue par la démo. Vas-y. Donc, normalement, vous devez voir mon IDE. Tout à fait. Ouais, c'est le cas. OK. Donc voilà, on voit qu'il y a... Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait ce .NET New avec le projet, le starter. Donc, lui, il va me créer ce API Service, App Host, Service Default et Web. J'en ai rajouté un autre pour vous démontrer un peu l'intégration avec Dapper. Donc, Service Default, c'est celui dont je vous ai parlé, qui a des extensions qu'on peut partager. Et App Host, on va voir un peu plus en détail. Tu es dans Rider, là, donc, c'est ça, hein? Je suis dans Rider. Ouais. Donc, pardon. Donc voilà, là je suis dans le App Host. Donc c'est un des projets qui est créé par le template, qui crée un nouveau builder, un nouveau type d'application qui s'appelle Distributed Application. Et on va pouvoir rajouter des fonctionnalités. Donc là, je vous ai dit que je voulais intégrer Dapper. Donc je lui rajoute Dapper. Ça a besoin d'une dépendance hosting Dapper. Donc là, on voit Aspire, hosting Dapper. Tous les composants commencent par Aspire. Et donc ça va me permettre en fait d'étendre mon applicatif avec des fonctionnalités Dapper. Là, on voit que lui, il étend mon applicatif Aspire avec Redis et il le nomme en tant que cache. Et on va voir en fait que ça va nous permettre de dire le cache, maintenant, Aspire connaît ce qui s'appelle cache et je vais pouvoir dire dans mon projet web front-end, je vais avoir une référence sur le cache. Donc, le projet web front-end, il sera capable de référencer le cache avec son nom cache. Il n'a pas besoin de savoir c'est localhost 2.52.316. Il le référencera qu'avec cache. Et en fait, c'est Aspire au runtime qui va être capable de construire toutes ces choses-là, démarrer ses services et faire tout ce qui est orchestration et lien entre les services. Ouais. Alors, on voit en fait, c'est relativement simple. Si on regarde, donc moi, je n'ai pas les outils comme il y a dans Visual Studio, mais en fait, il suffit de faire dans le App Host une référence sur les API de votre applicatif que vous voulez lier à l'un à l'autre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a un source generator qui va générer des choses que vous allez pouvoir utiliser, comme DevOps 101 API Service, donc qui est mon projet là. Et donc ça, c'est vraiment un bout de code qui a été généré par un source generator qui contient l'information sur où il se trouve ce projet. Et donc, en fait, AppHost va pouvoir référencer ces projets sous forme d'objets génériques. Donc là, c'est pareil. Donc ça vient avec le template de base. C'est le API Services. Il n'y a pas grand-chose à voir dedans. C'est le Weather Forecast qu'on voit depuis des années maintenant dans les exemples. Ouais. Donc, ce que j'ai rajouté qui n'est pas dans le template, c'est le Count Service. Et je voulais rajouter ça pour vous montrer en fait l'utilisation de Dapper et deux choses dans Dapper, le State Store et le PubSub. Donc ça, on va voir un peu plus quand je le lance. Et là, maintenant, comme j'ai rajouté au builder Dapper, je peux lui dire, quand tu me démarres cette application, je veux que tu le démarres avec un sidecar Dapper. Et enfin, le web front-end, qui est le projet web, qui est un projet Blazor, il référence le cache, l'API service, et il est démarré avec un sidecar aussi, parce que je veux que le web front-end
soit capable de communiquer avec le compte service avec un pub-sub. Donc ça, on va voir un peu plus en détail. Est-ce que c'est clair? Quelques questions? Pour l'instant, c'est On ne voit rien dans le chat, en tout cas. Toi, tu avais une petite question, mais je ne sais pas si on la pose maintenant ou pas. C'était, pensez-vous que ça a un impact sur la performance? Est-ce que tu préfères répondre maintenant ou plus tard? Tu as le choix. La performance de quoi? On parle de Dapper ou de... Parce que là, cette question vient souvent avec Dapper. D'accord, ouais. Ouais, c'est plus de l'application en général, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si tu fais ton application, forcément, tu n'as pas du coup les services d'Ispire, mais si tu fais ton application entre guillemets de manière classique, et si tu rajoutes Aspire en couche supplémentaire, bah, je suppose qu'il y a besoin à ce moment-là d'avoir de la communication et des processus en plus. Ah bah, si vous faites une application microservice, c'est sûr que ça va pas être comme un monolithe où tout est en mémoire, etc. Là, on parle vraiment de communication à travers des protocoles web. Entre le web et le compte service, il y a une queue pub-sub. Donc, il va envoyer un message. L'autre, il s'enregistre un sujet et un type de message. Donc là, ça passe à travers du HTTP ou du gRPC. Donc effectivement, c'est pas en mémoire, quoi. Donc c'est pour ça qu'on parle de microservices aussi. Hein. C'est ça. Donc tu vas avoir des aspects de performance qui vont devoir être analysés aussi, mais forcément, tu as d'autres avantages derrière, ça c'est clair. Ouais. Ah ben oui, la montée en charge, par exemple. Je vais pouvoir lui dire, des comptes de service, j'en ai pas qu'un, j'en veux 10, par exemple. Ou alors, si on va sur Azure Container Apps, on va pouvoir dire, fais un scaling, enfin une montée en charge depuis 0. Quand il n'y a personne qui m'appelle, tu peux le mettre en dormant et tu peux monter à 10, je sais pas, 100. Et donc là, on va pouvoir monter en charge, quoi. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec un monolithe de cette façon-là, quoi. On pourrait le monter en charge en montant le matériel sous-jacent, comme rajouter de la mémoire, du CPU, avoir une plus grosse machine. Là, on parle d'architecture microservice, donc avec différents objectifs. On va te laisser faire, je suppose que tu vas montrer ça aussi, comment ça peut se passer, du moins au niveau config. Ouais. Donc là, en fait, je me retrouve, pour vous montrer le deuxième point, c'est ce service qui est créé, qui est optionnel, que moi je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. J'ai entendu certaines personnes qui le décriaient, mais ça permet en fait de add service default, d'avoir certaines configurations qui sont partagées et que mes différents services puissent appeler pour être configurés de manière identique. Et quels services, les services que tu utilises toi dans ton application? C'est de ça que tu parles? Oui. Oui, comme le API service, le compte service, je ne l'ai pas fait appeler ces API, mais le API service l'appelle, le web l'appelle aussi. Voilà. Non, moi, je trouve que c'est effectivement une bonne idée parce que, comme tu dis, ça peut être partagé. Tu peux même rajouter un paramètre option qui va te donner ce que tu voudrais éventuellement ajouter ou retirer dans la liste des services. Et quand tu as plusieurs projets qui utilisent les mêmes parties de services communs, forcément, tu le développes une fois. Voilà. Non, c'est pas mal. Et donc, quand on démarre, vraiment, si vous venez sur de l'applicatif qui existe, vous avez besoin juste de créer un app host, comme ça. En fait, le trick, enfin l'astuce, c'est vraiment d'avoir ce isAspire host true. Et c'est comme ça qu'en fait, le système reconnaît que ce projet-là, c'est vraiment le host Aspire. Ah oui, ok. Qui est le cœur du système, en fait. Ouais. C'est pas juste via les ajouts de services ou dans le code, quoi. Il y a quand même une config. Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment la config dont je parlais. Ça, avant, on devait l'écrire en YAML, en JSON, ce genre de choses. Là, c'est vraiment du C#, comme on voit. Donc, là, on se retrouve maintenant dans la partie web. Donc, ça, c'est le front-end. C'est une appli Blazor qui est créée par le template. J'ai rajouté, donc là, on voit bien, ils appellent le service default. Donc, si je navigue, je me retrouve vraiment dans les extensions. Ça utilise le cache. Donc là, encore une fois, je nomme cache. Je pourrais avoir cache pour mon front-end, cache pour mon back-end, deux services différents. Et j'ai juste besoin d'utiliser le nom qui a été défini ici, cache. Donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on peut penser à partager pour ne pas utiliser des espèces de strings magiques ou ce genre de choses. Donc ça, c'est typique. Là, on va voir aussi un des attraits de Aspire.
c'est que là, je configure pour mes services dans mon inversion dans mon container d'inversion de contrôle. J'enregistre une Weather API client et je configure le HTTP client qui va être injecté en ayant juste à déclarer API service. Je n'ai pas besoin de savoir mon API service qui tourne sur le port 5488. J'ai juste besoin de lui dire utilise le nom que j'ai défini dans le app host. Voilà. Là, pour bien qu'on se rende compte, c'est déjà faisable? Tu saurais exécuter ça? Parce qu'ici, tu montes le code, mais qu'est-ce qui se passe si on exécute ce code-là, enfin cette application-là? Ou est-ce que tu as encore besoin de nous montrer d'autres choses? Ouais, je vais vous montrer 2-3 trucs encore, vite fait. Donc ça, c'est... Voilà. Ça, c'était pour montrer le client qui est... Encore une fois, le client qui est injecté. Le HTTP client, il est configuré pour aller sur API service et il connaît juste le / weather forecast. Et ton API, tu la développes classiquement, quoi. Ouais, l'API qui arrive là, c'est une API minimal API d'ASP.NET Core. Get, weather, il n'y a rien de spécial là-dedans. Donc ça, vous l'avez déjà vu des centaines de fois. Maintenant, on repasse dans la partie front-end. Et donc la front-end, ce que je voulais faire, c'est vous montrer en fait l'utilisation de Dapper Client. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a configuré ici. J'ai dit que je voulais un Dapper Client Builder. Ça utilise encore une fois tout ce qui est Dapper Sidecar que j'ai déclaré dans le app host. Et donc, en fait, je me retrouve avec la possibilité d'injecter un Dapper Client et j'ai modifié le counter, la page counter qu'on va voir tout à l'heure, où tout simplement, quand on charge la page, je vais chercher du contenu dans un composant que j'ai appelé State Store, qui est un composant Redis, sur la clé count, et je vais récupérer cette valeur. Et quand je l'incrémente sur le on-click, je l'incrémente, je vais sauver le nouvel état dans le State Store sur la clé count, et je vais émettre un message sur le topic pub, sur la pub sub, sur le topic counter. Et ça, on va voir en fait que... Ouais, pourquoi tu dois envoyer un message? Tu l'envoies à qui, ce message? Alors, je l'envoie à qui est intéressé, donc peut-être personne. Dans notre cas, en fait, je l'envoie dans un count service. Alors, c'est une démo, hein, c'est pas forcément représentatif de la réalité de ce qu'on ferait en prod ou ce genre de choses. Mais en fait, là, je voulais juste montrer cette intégration Dapper. Donc là, on voit que là, j'ai une autre API, minimal API, qui va utiliser le Cloud Events et qui map les handlers pour pouvoir décoder en fait tous ces messages. Et en fait, là, je m'enregistre en disant, moi, je suis intéressé d'enregistrer à travers Dapper sur le composant PubSub, sur le topic counter. Et donc, quand le message sera envoyé ici, s'il y a quelqu'un qui écoute de l'autre côté, donc ici, dans mon cas, c'est celui-là, on loguera une information. C'est pour le log, quoi, dans ce cas-ci. Ouais, là c'est juste pour avoir le minimum de démo, quoi. Non, tout à fait, c'est bien. Donc maintenant, je propose, on va compiler l'application, on va la lancer. C'est un peu le but quand même, de voir comment ça marche. Je vais aussi, il ne faut pas que j'oublie de vous montrer le .NET Aspire plugin qui est intégré, parce que c'est vraiment du bon travail fait par Rival. Donc, je vais juste sortir de mon mode là. Donc là, en fait, on voit déjà, c'est le composant déjà Aspire. On voit le petit composant. Donc là, je vais lancer mon applicatif. Alors, ce qui se passe, c'est que on va se rendre compte, il y a plusieurs tables qui sont ouvertes. Donc là, déjà, un des avantages de ces composants, c'est de pouvoir lancer différentes microservices en une fois et pouvoir s'attacher avec le debugger dessus. Donc, celui qui nous intéresse, c'est celui-là, la poste. Et là, on va voir un des avantages de .NET Aspire, qui est le dashboard. Encore une fois, qui est créé avec le Fluent UI for Blazor. C'est ça le nom, hein, Denis? Ouais. Et on voit déjà que c'est vraiment une application qui commence à être bien léchée et qui est bien sympa. Tu sais zoomer un petit peu? Ouais, bien sûr. Voilà, nickel.
bonne remarque. C'est bien comme ça? Ouais, parfait. OK. Donc, on se retrouve avec les ressources, la table ressources, où on va voir nos différents types de ressources. Donc, notre projet front-end qu'on vient de voir. Alors, je peux cliquer dessus, aller voir ce qui se passe. Le count service qu'on a vu, l'API service, tout ça, c'est des projets. C'est des projets qui sont dans notre solution. Les exécutables, c'est les sidecars d'Apple. Donc, je voulais un sidecar pour le count service et le front-end. On voit qu'ils sont démarrés, qu'ils tournent. On voit aussi là, on peut voir la commande qui a été lancée. Donc, encore une fois, je n'ai pas à me soucier des ports, etc. Et le container, donc ça, c'est un Docker container qui contient mon Redis cache, puisque je lui ai donné une dépendance sur le Redis cache. C'est ça. Donc ici, en clair, ce sont des services classiques, j'ai envie de dire, à part le premier qui tourne sous Docker, si je comprends bien. Les autres, c'est des applications web, on va dire, tout à fait normales que tu as exécutées au démarrage du service, du projet. Ouais, c'est ceux-là, les 3 derniers qui sont des projets qui sont dans ma solution. Ça, c'est le Dapper, c'est 2 Dapper Sidecar et ça, c'est le cache, un container. Ok. Ouais, donc là, je l'ai configuré dans le app host. J'ai dit, je veux un cache, je veux celui-là avec un Dapper Sidecar, ce service avec un Dapper Sidecar. Et après, lui, il est capable en fait de me représenter dans la web UI tous mes services, tout ce qui a été démarré. Je vais pouvoir aller voir les logs de ce qui se passe dans mon Redis cache. Cool. Je vais pas aller voir dans les sidecars d'Apple. Bien sûr, dans l'applicatif .NET, front-end. Ouais. Donc ça, c'est en fait, je naviguais, mais c'est la même chose que ici, quoi. Donc, je peux pareil, filtrer, aller voir tout ce qui se passe. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, pour la démo, c'est ce count. Il y a toute une partie qui fait partie des structures log, donc qui apporte encore un peu plus de fonctionnalités si on utilise ce format de log. Et une partie qui est vraiment intéressante, c'est cette partie trace qu'on va voir. Alors, je vais créer quelques événements dans l'application et on va voir en fait comment tout ça réagit. On peut voir ici qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites, qui sont faites par les Dapper Sidecar, qui vont en fait aller chercher de la metadata sur les différents services pour pouvoir les configurer correctement. Voilà. Et après, il y a tout un ensemble de métriques. On peut aller voir le CPU usage, la memory usage, et tout ce genre de choses, les requests qui sont actives. Donc, vraiment, une belle application, quoi. Elle est bien utile. Et là, il utilise donc des outils de télémétrie pour avoir tout ça sur les métriques de le nombre de procès, la mémoire, donc les informations de ta machine, en quelque sorte. Ouais, exactement. Ça, c'est l'intégration de .NET Aspire. Il y a une grosse intégration d'OpenTelemetry. C'est un des gros avantages et ce qu'ils demandent pour les composants .NET Aspire, c'est de supporter ce genre de choses. Parce qu'effectivement, quand on a un monolithe, c'est un peu plus simple à débugger. Mais quand on a un système vraiment distribué, on a besoin d'avoir l'information et de loguer ces informations et de pouvoir la visualiser. Ce qu'on peut faire là-dedans, qu'on pourrait faire sur Application Insight, si on déploie sur Azure, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, non, sympa. Donc maintenant, je vais naviguer sur le projet. Donc là, je me retrouve, on connaît tous cette application. Désolé, je n'ai pas eu le temps de la mettre à la Fluent UI, mais je l'ai fait dans une autre. Donc là, on va voir, je vais avoir le weather, le temps, et on va voir en fait que si je refresh, il y a le cache, et puis au bout d'un moment, je dois avoir... Voilà, là, le cache est... fait un reset et puis on a des nouvelles valeurs. Donc ça, on va pouvoir le voir. Là, le counter, encore une fois, donc on va lire l'état dans notre state store. Donc on voit que j'ai déjà bien cliqué dessus. Je vais cliquer une nouvelle fois. Donc ça va stocker dans notre state store cette nouvelle valeur. Donc quand je reviens, il va la lire. Donc elle est toujours à ça, à la valeur 39. Et je dois pouvoir la voir si je retrouve, voilà, DevOps. Donc, si je vais retrouver dans mon container service, si vous vous rappelez bien, mon web front-end, il a une référence sur Dapper. J'ai mon count service qui a une référence au Dapper, enfin, on rajoute des sidecars et à travers le PubSub et le même topic, on envoie le counter et on le log. Et donc là, on voit que ces deux API sont découplés à travers un PubSub, mais il y en a un qui reçoit l'information de l'autre. Donc maintenant, si on regarde
Pardon, vas-y, Denis. Non, non, je dis c'est sympa parce qu'effectivement, tout cet aspect, on parlait d'applications monolithiques. Quand ça marche, c'est bien, mais quand tu découples tout ça et que tu te retrouves avec des services je sais pas, qui fait la gestion de la météo ici, l'autre qui fait le service de traçage, l'autre qui fait le service, tu peux démultiplier le nombre de services dans chaque catégorie si tu en as le besoin en fonction des ressources. Et si en cas de problème et de mise à jour d'ailleurs aussi, tu peux évidemment augmenter tout ça. Donc c'est vraiment l'aspect microservices, la gestion des microservices, quoi. Ouais. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir combiner plusieurs technologies, quoi. Là, je vous montre Ah oui. .NET, je vous montre Dapper, mais on pourrait très bien avoir un service Dapper qui est écrit en Go ou en Rust ou en WebAssembly, Ouais. peu importe quoi, Kotlin, Java, peu importe. Et on pourrait intégrer ça à travers un container Docker ou autre chose, quoi. Et donc là, pour montrer un peu les traces, on va voir celle-là, View. Donc on voit que le front-end, donc on a un HTTP GET sur la partie counter qui se déroule en 3,52 millisecondes. Il y a un appel qui est fait sur Dapper, qui est un get state, ça c'est le code que je vous ai montré. Et il y a après, il y a un autre appel sur il y a le post qui va faire l'incrément du compteur et il y a le state store qui est appelé pour sauver la valeur. Donc là, on voit en fait avec ça, on voit vraiment ce qui se passe. Quand j'appelle ma page counter, il appelle le state store, il reçoit un post pour l'incrément de son compteur et il va stocker la donnée. Ouais. C'est un peu bizarre, je m'attendais à voir l'autre aussi. Et dans ce cas-ci, mais ça, tu vas peut-être juste en parler, à mon avis, après, je vais peut-être trop vite, dis-le moi. Mais ici, en gros, pour le moment, ce qu'on voit là, c'est tu as un service ou un microservice de chaque. Un front-end, un pour le log, donc les différents microservices projets que tu as créés, mais il n'y en a qu'un seul à chaque fois. Alors, il y a une application front-end avec Blazor, ouais. Il y a deux microservices, un qui va délivrer en fait. Je parle en nombre d'instances, hein, pas les projets créés ou les services créés. En nombre d'instances mises en mémoire et gérées, il n'y en a qu'un seul. Alors attends, je vais essayer de revenir sur ça, non? Pourquoi c'est pas quelque chose que tu as configuré au départ? Alors, ce que j'ai configuré au départ, c'est ça, c'est ces projets. Donc ça, il y a une instance de service et une instance de web front-end. C'est à chaque fois un processus. C'est ça. Ça, c'est un processus, ça, c'est un processus, ça, c'est un container Docker, c'est aussi un processus. Donc, tu en as un de chaque. J'en ai un de chaque. Mais j'aurais pu très bien dire, le camp de service, il a tellement de besoins, je peux lui dire de monter en charge sur plusieurs, quoi. C'est ça. On peut très bien, je pourrais en rajouter, en dire j'ai besoin de 2 instances. Je voulais rester un peu simple pour la démo. C'est Aspire qui le fait aussi, ça? Ou tu as besoin de passer par d'autres c'est Aspire qui avec Aspire, tu peux faire ça. Ouais. Tu peux faire ça avec ton app host. Alors maintenant, tu me prends un peu de cours, je ne me rappelle plus trop de l'API. Mais... Oh non, il n'y a pas besoin nécessairement. Moi, je voulais juste savoir si c'était faisable. C'est par là que ça se passe. Tu vois, with Replica. Ouais. Je pense que c'est ça. Et j'imagine. Alors là, on est vraiment dans le truc qui n'est pas prévu, mais on va essayer quand même. Donc là, je lui ai dit, je veux 2 réplicas. Je l'ai changé, c'est recompilé, ça relance. Et je m'attends à avoir 2 réplicas de mon API service. Voilà. Ah ouais. J'ai juste, tu vois, API service. J'en ai 2. Et après, tu peux même configurer pour qu'il y ait du load balancing avec du round robin ou ce genre de règles. Ah oui, ça va jusque-là. Ouais, c'est assez dingue. Et encore, c'est que les premières previews. Hein. Ouais. Donc, je voulais aussi vous montrer donc, le plugin dont je vous parlais. C'est une super intégration qui est faite, encore une fois, par Rival de chez JetBrains. Tout ce qui est service, ils ont, alors si on a Docker, ce genre de choses, voilà. Là, il a l'intégration de la poste avec différentes possibilités. Je peux ouvrir le dashboard, donc ça, c'est ce qui est appelé. Et ça, c'est assez marrant. Je peux regarder un diagramme. Alors, pour l'instant, il est relativement simple, mais on va voir que si j'appelle mon applicatif, tac, je vais faire un count, je vais récupérer du weather, et si je reviens, je redemande, lui, il a reçu plus d'informations,
puisque ça utilise OpenTelemetry, il est capable de regarder ça. Et avec ça, il est capable de vous afficher un diagramme qui va montrer les différents appels. Alors ça, à terme, ce que j'ai lu dans le projet .NET Aspire, ils veulent rajouter une chose similaire pour l'interface web du dashboard. Et c'est vraiment sympa de pouvoir voir en fait ce qui se passe dans l'application et de comprendre. Weather Content, il appelle API Service, etc., etc. Ouais, c'est les chemins par lesquels il est passé, quoi. Ouais. Ouais. Après, on peut aller voir les variables d'environnement qu'on peut faire dans le dashboard, les différentes métriques aussi. Là, on va même avoir la même chose que ce qu'on a dans l'application web. On peut grapher ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Diagramme, les settings. Voilà. Donc, une belle intégration. Et si tu veux déployer tout ça? Très bonne question. Donc, l'étape d'après, c'est de revenir à mes slides si j'y arrive. J'y étais. Donc, l'étape d'après, donc là, on a vu, on peut construire une application locale qui démarre des différents projets, qui permettent de les lier très facilement en les nommant, au lieu d'utiliser les ports, de les démarrer, de voir les logs, les traces et tout ça. Mais après, l'étape d'après, c'est de déployer une application. Comment on va déployer ça, quoi? Et donc là, en fait, et où? Ouais, et où? Donc là, pour l'instant, donc il y a des idées de pouvoir le déployer partout. Hein. Ils veulent pouvoir déployer sur Azure. Là, on va voir un exemple avec Azure Container Apps, sur Kubernetes, sur AWS. Je sais qu'ils discutent avec eux pour intégrer ça, etc. Quoi. Donc, comment ça marche? Pour l'Azure Container Apps, ça, c'est vraiment bluffant. Moi, c'est ce que je disais au début de l'enregistrement, c'est que ce que j'ai fait en 1 heure, c'était créer un template et pouvoir le déployer. Et ça, c'est fait avec 2 commandes. AZD init. Donc, AZD, c'est les Azure Developer CLI, Command Line Interface. C'est une extension de Azure CLI. Et donc, ça va inspecter la structure de votre solution et ça va regarder l'app host. Et en fait, l'app host, c'est de la métadonnée. C'est écrit en C#, mais il y a une façon de faire un .NET Publish et de récupérer en fait un fichier JSON qui va vous dire, eh ben, ce microservice, il a un lien sur cette base de données. Ce microservice, il est capable de parler avec ce microservice. Et en fait, toute cette métadonnée, elle est utilisée en fait pour créer de l'infrastructure sur Azure Container Apps. Donc, le init, il va faire toute cette inspection. Il va vous demander quelle est l'application front-end que vous voulez exposer sur Internet. Et le nom de l'environnement, ben, là, c'est mon dev stage ou mon prod stage ou mon test stage. Et après, une deuxième commande qui s'appelle AZD up. Et celle-là, elle va créer, dans une première phase, elle va créer l'infrastructure. Donc, ça va créer un ressource group sur Azure, ça va créer un app container, un Azure Container Registry et les différents. Et va, après ça, après avoir créé l'infrastructure, il va containeriser l'app, c'est-à-dire qu'il va vraiment compiler vos projets sous forme de Docker container. Pour ça, ils utilisent le .NET SDK Container. Et ils vont pousser ces containers sur Azure Container Apps, qui a été créé par AZD Hub dans la première phase de création d'infrastructure. Et après, il va déployer ces applications sur Container Apps. Ouais. Donc ça, donc, franchement, c'est assez bluffant. Ce que Microsoft conseille, si je comprends là, c'est de passer par des conteneurs, pas passer par des app services et ce genre de choses. C'est plus passer par un conteneur et faire un déploiement dans des conteneurs. Ouais. Pour l'instant, .NET Aspire, dans la version actuelle, ce qu'ils préconisent pour Azure, c'est d'utiliser Azure Container Apps. Ouais. Bah, en microservice, ça me paraît logique. Quoi. Ouais, ça c'est logique. Ouais. Ouais. Alors, ça, je vous en ai parlé. Ils sont poussés sous forme de containers. Et puis, ouais, quand vous allez, bien sûr, votre applicatif va évoluer. Vous voulez déployer une nouvelle version de votre service, peut-être. Ben, il va recréer une version. Il va mettre à jour les container apps avec cette nouvelle réduction. Alors, ce qui est sympa aussi de voir avec ce projet .NET Aspire, qui est open source, encore une fois,
c'est qu'il y a des gens de la communauté qui ont mis les mains dans le conduit. Alors souvent, l'exemple, c'est des composants qui ont été faits, des .NET Aspire components qui ont été faits par la communauté. Et là, il y a une personne qui a fait un outil qui s'appelle Aspirate, avec le jeu de mots avec le 8, qui fait référence un peu à Kubernetes, et qui est vraiment sympa. Donc ça, moi, j'ai juste un peu lu la doc pour essayer de comprendre, mais je l'ai pas utilisé moi-même. En fait, en cas de commande, on est capable de faire le l'init comme là, où il va créer les données dont il a besoin, build, generate, et appliquer les changements à notre cluster Kubernetes. Donc Ouais, parce qu'il y a quand même des similitudes au niveau finalité, je vais dire. Il y a quand même pas mal de points qui peuvent être communs avec Kubernetes aussi. Donc, c'est vrai que ça serait logique. Exactement. C'est un but. Et puis, en fait, Azure Container Apps, c'est vraiment un layer qui abstrait la complexité de Kubernetes, quoi. Donc, alors, pour l'instant, il y a ces deux cas que je connais. Il y a d'autres possibilités qui sont à venir, comme la possibilité de déployer sur AWS, Amazon, peut-être Google, je ne sais pas. Donc voilà pour le déploiement. Et encore une fois, ça c'est parce qu'on a ce projet App Host dans lequel on décrit sous forme de C# les liens, ce qu'on utilise, etc. Et en fait, il y a une commande .NET Publish qui va générer un fichier JSON qui va permettre qu'on va pouvoir parser pour comprendre ces trucs-là et le projeter dans différentes configurations. C'est exactement ce que fait RZinit et j'imagine que Aspirate, c'est exactement ce que fait aussi. Ok, non, sympa. Ouais. Donc, je vous ai mis pas mal de références, la doc, des blog posts sur l'introduction. Celui-là, j'aimerais vous montrer, vite fait. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais en fait, on peut filtrer dans le NuGet.org en disant le owner Aspire. Et ils ont tagué tous les composants avec le tag component. Donc, avec ces deux combinaisons, on peut voir les différents composants Aspire qui sont disponibles au jour d'aujourd'hui. Donc, il y en a 17. Redis, il y a un Stack Agent, RabbitMQ, PostgreSQL, Output Caching qui utilise Redis, tout ce qui vient d'Azure, Blob Storage, Service Bus, SQL Client, etc. Je ne vais pas aller à travers les 12, mais donc avec le slide. Quand ce sont des services comme ça qu'utilisent, j'ai envie de dire, d'autres services, je prends SQL Server par exemple, ou les autres que tu as parlé avec Redis et autres, on a besoin, ou c'est lui qui se charge aussi de faire les instances. Par exemple, si tu fais un déploiement d'Azure, on parle par un conteneur. Est-ce qu'il a utilisé un SQL Server containerisé dedans, ou est-ce que tu as besoin à ce moment-là de faire une référence sur un service SQL séparé? Alors, dans ce que moi j'ai essayé, c'était donc de déployer sur Azure Container Apps. Là, il était capable, en fait, j'ai déployé en fait une première version avec un Redis Cache, comme on voit dans la démo, et avec des composants Dapper. Et lui a été capable de déployer les choses qu'il fallait pour mettre ça en place. Après, mais il a créé un service Redis? C'est ça, tout à fait. Ah oui. Il n'est pas dedans, quoi. Il n'est pas dans le conteneur. Non. Non. Ok. Non, je pense, en fait, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait, mais je crois que c'est vraiment sur Azure Container Apps, c'est un container qu'il a démarré, un container Redis. C'est pas le Azure Redis hosted. Mais j'imagine qu'à terme, en fait, ce genre de choses, on va pouvoir les configurer aussi. C'est un peu l'idée d'un autre projet qui s'appelle Radius. Là, encore une fois, on est vraiment au début de .NET Aspire, donc il y a énormément d'idées et je pense qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place, quoi. Oui, c'est vrai qu'on voit je vais dire, l'engouement qu'il y a derrière .NET Aspire, par exemple, ici, et les produits qui sont derrière. Depuis l'annonce, c'est quand même phénoménal, et la vitesse avec laquelle ça avance aussi, quoi. Ouais, il y a du monde derrière, il y a des mondes qui ont sauté sur le wagon pour aider, et voilà, quoi. Je vous ai mis aussi les liens sur le plugin pour Rider, Dapper, Orleans, les CLI, tout ce dont je vous ai parlé, quoi. Project I, encore une fois, c'est celui qui a la source de .NET Aspire. C'est un projet qui est arrêté puisqu'il est remplacé par .NET Aspire. Par Aspire, oui, c'est ça. Ok, voilà. Franchement,
Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez vu des questions, mes deux comparses dans le chat notamment. Je vous réactive le micro d'ailleurs. Hop. Ah, je ne sais pas réactiver le micro d'Adrien parce qu'il l'a activé lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu, non, je ne vois pas d'autres questions dedans. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'avais une question. C'était What's next? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ensuite, après quoi? Dans les previews ou après Dans la Aspire? preview, c'est quand est-ce que c'est disponible et qu'on peut l'utiliser en prod? Ah. Quelles sont Alors, la roadmap qu'ils ont estimée? Est-ce qu'il y a quelque chose de visible là-dessus? Donc, Damien, je crois que j'en ai parlé sur le slide 2. C'est dispo. Le plan, c'était dispo à la fin du premier semestre 2024, donc dans quelques mois. La première avec version. Avec les fonctionnalités qu'on voit, que tu as présentées ici. Ils n'ont pas parlé il y en aura encore d'autres. stabilisé, quoi. Ouais, non, il y a encore pas mal de fonctionnalités à venir, je pense. Parce que là, c'est vraiment en cours de développement. Hein. On a que la preview 2. La première preview, c'était fin novembre. La deuxième preview, ça a été en janvier. En fin décembre. Je crois qu'ils ont sauté celle de janvier. Ils vont faire la troisième pour février. Et après, on enchaîne avec différentes previews. Ils rajoutent des composants, ils fine-tunent le dashboard. Ça, j'imagine que toi, Denis, tu dois en entendre peut-être parler. Ils viennent peut-être même avec des requirements pour Blazor Fluent UI, non? De temps en temps, oui, parce qu'on l'a dit, mais je le rappelle, hein, puisque j'en suis fier aussi, qu'ils utilisent Fluent UI Blazor derrière. Tout le développement du dashboard est fait en Blazor. Et si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous allez sur fluentui-blazor.net et vous verrez tous les composants qui sont là, qui sont utilisés. De temps en temps, on a quelques contacts en interne, effectivement, quand il y a des questions, parfois des problèmes aussi qu'on doit corriger. Donc, on regarde avec eux, c'est clair. Ouais. Donc, c'est pas mal. Christophe, une dernière question avant de clôturer tout ça? Non, ça va, c'est clair. Bien. Très clair. Parfait. En tout cas, un grand merci à toi, Laurent. C'était vraiment sympa. C'était vraiment un plaisir. Ouais, non, intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je me dis, je vais attendre de voir la présentation que tu vas faire, voir ce qu'il y a derrière tout ça. Et donc, je suis franchement pas surpris parce que je savais qu'il y avait quand même des choses très bien, mais intéressé de savoir comment ça peut fonctionner. Après, il faut la mise en pratique avec les microservices. Je pense que c'est une autre manière aussi peut-être de développer entre guillemets, nous vieux cons, Christophe et moi, hein, on n'a pas l'habitude de travailler de cette manière-là, donc il faut changer un petit peu nos habitudes, mais ça ne peut apporter, je pense, que pas mal d'avantages. En tout cas, ça ne paraît pas compliqué. Hein. Franchement. Non, c'est clair, ouais. J'imagine, Tos, que quand ton application de gestion de calendrier, elle aura des centaines de milliers d'utilisateurs, il faudra y penser, quoi. Ouais, et en fait, pendant que tu montrais, j'ai dit, oh putain, peut-être qu'il faudrait que je fasse plein de petits services quand même. Je me suis dit ça à un moment donné. Ouais. Il faut les maintenir. Après, c'est à double tranchant. Hein. Double tranchant, c'est-à-dire c'est-à-dire que tu vas complexifier ton applicatif. C'est bien de le faire s'il y a vraiment le besoin, quoi. Si vraiment derrière, tu as de la montée en charge, besoin de monter en charge, parce que tu te retrouves avec d'autres problématiques à gérer. Évidemment, tu rajoutes de la latence entre les appels de service, s'ils sont en mémoire ou à travers le réseau. Ouais. Et toute la problématique de mon service n'est pas dispo ou celui-là, par intermittence, il a un problème, ce genre de choses, quoi. Ouais, mais tu as d'autres avantages derrière, comme tu parles des montées en charge. Je pense aussi à tout ce qui est mise à jour, faire des mises à jour partielles de certains modules et puis faire des déploiements partiels. Donc, mais ça, c'est bien, ça. Il s'en fiche un peu Tos parce que comme ça, il pourra déployer encore plus le vendredi soir. Ouais. Mais je le fais tout le temps, mais c'est vrai, en fait, ça devient une fois. Mais non, mais. J'imagine bien Tos, hein, lui fait son développement, il fait tous les microservices en une fois. Tout sur le serveur. Non, par contre, un truc là, au niveau du déploiement, ça remet en cause tout le CI/CD, du coup, il faut tout redévelopper. Enfin, il y a beaucoup de travail, j'ai l'impression, de ce côté-là. Ouais, là, il y a encore des choses qui sont à venir. Je ne connais pas encore. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir. Le AZD, là, c'est facile en ligne de commande depuis ta machine. C'est sûr que c'est ce genre de choses que tu veux avoir dans un si pipeline. Si tu as un DevOps, ça va te faire chier. Quand tu dis, ouais, je veux passer sur Spire, ton DevOps, il doit, oh non, ça fait chier, là. Tu vois, non, je pense pas. Parce que tu vas pouvoir automatiser des choses. La AZD, c'est peut-être juste. Pour moi, c'est les prémices de tout ce qui est déploiement, tout ça, pour montrer que c'est possible. Et ce fichier JSON de métadonnées, il peut être exploité de différentes façons, quoi. J'imagine qu'il peut être, par exemple,
parser par quelque chose et générer du C# à travers du Pulumi ou un peu tout ce qu'on veut, quoi, puisque en fait, à la fin, c'est un fichier de données qu'on va pouvoir parser, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Donc, on peut écrire nos propres outils pour faire un peu comme l'Aspirate ou autre chose si on a d'autres besoins, quoi. Ouais. Ok, écoutez, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup à tous. On arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas, n'oubliez pas, venir commenter nos vidéos sur YouTube, venir nous soutenir via tipeee.com/devaps. Et un grand merci à tous, un grand merci à toi Laurent, et tu es le bienvenu si jamais il y a des nouveautés là-dedans, voire d'autres sujets. On t'attend avec impatience. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup.